Fort Gnassingbé, l'instrument de l'impérialisme occidental pour détruire l'Alliance des États du Sahel, AES. Le Togo, ancienne colonie allemande, s'est retrouvé à l'issue de la guerre 14-18 sous la tutelle de la France après la défaite de l'Allemagne. En 1960, ce petit pays ouest-africain accède à l'indépendance sous le leadership du président Sylvanus Olympio, un héros indépendantiste africain, hautement formé à la London School of Economics. Olympio tentera de sortir son pays de la vassalité envers la France en esquissant la diversification des relations géopolitiques de son pays vers l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Olympio voulait doter le Togo d'une monnaie, d'une armée, d'institutions libres de toute tutelle. Pauvre de lui, pauvre peuple togolais. Tout ceci sera mal vu à l'Élysée et l'homme de main du président Charles de Gaulle, Jacques Foccart, orchestrera avec la complicité américaine l'élimination du président Olympio le 13 janvier 1963 dans l'enceinte même de l'ambassade des États-Unis à Lomé au Togo. On installe alors une marionnette, Nicolas Gruninski, qui sera très vite déposé 4 ans plus tard, en 1967, par le soldat de la coloniale Étienne Gnassingbé Eyadema, l'un des principaux artisans de l'assassinat du héros Olympio en 1963. Depuis lors, le Togo est rentré dans l'escarcelle du système mafieux de la France-Afrique et le putschiste civil Fort Gnassingbé, qui depuis 2005 a succédé à son autocrate de père, ne tient pas moins son pays d'une main de fer. Tripatouillage constitutionnel, fraude électorale, embastillement des opposants, exil forcé des opposants, assassinat de manifestants et de résistants, tout y est. Le Togo de Fort Gnassingbé, qui opère avec la bénédiction de la France, des États-Unis et avec une assistance militaire étroite d'Israël, est une dictature pure et dure, que personne ne s'y trompe. Héritier putatif de la France-Afrique, il ne fera jamais rien contre la France qui garantit sa dynastie. Ayant fait une partie de ses études aux États-Unis, il a ses entrées dans tout l'impérium occidental. La France, sentant qu'elle dégringole dans toute la sous-région africaine, a décidé de mettre 2 sortes de fer au feu. D'une part, des vassaux purs et durs qui, tels Alassane Ouattara, Macky Sall ou Umaro Sissoko Embalo, vont souffler le chaud en instrumentalisant abusivement la CEDEAO. D'autre part, des vassaux déguisés, fins et hypocrites, tels Fort Gnassingbé justement, et son ministre hibou des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui seront chargés de souffler le froid si la solution dure est en panne. Devenu impopulaire comme jamais au Togo, en raison de son exercice abusif et libidineux du pouvoir, Fort Gnassingbé a décidé de se faire une aura positive dans le domaine international en se bâtissant un profil de médiateur attitré, de facilitateur, d'homme parcelle entre tous les camps, bref, de modéré attitré. Or, en fait, ce qui se passe, c'est une lutte à mort entre Fort Gnassingbé et Alassane Ouattara pour savoir qui est le meilleur vassal de la France en Afrique. Le dictateur Ouattara est sur la pente déclinante et Fort Gnassingbé veut lui ravir sa place comme le régent incontournable de la France. D'où une attitude visant le même résultat, mais totalement contraire à celle d'Alassane Ouattara dans la CEDEAO. La France a son mauvais flic en Ouattara et son bon flic en Fort Gnassingbé. Ainsi, elle infiltre Bamako, Ouagadougou, Niamey à travers Fort Gnassingbé, tout en brimant les mêmes pays à travers Alassane Ouattara. Une véritable manipulation. C'est ainsi que Fort Gnassingbé se positionne comme panafricaniste pour redorer son blason, alors que son objectif est d'infiltrer l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Quand Paris est en difficulté en zone CEDEAO, c'est le président togolais qu'on envoie. Pour les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara, pour les espions français de la DGSE au Burkina Faso, pour le vassal Mohamed Bazoum au Niger, pour les complications diplomatiques françaises, c'est le même Fort Gnassingbé, vague maître des missions délicates de la France-Afrique qui opère. Mais insistons sur un cas précis.
Tout le monde sait que Mohamed Bazoum en prison est un cran de sécurité pour le président du Niger, le général Tiani, car s'il libère Bazoum, celui-ci aussitôt va se liguer avec les terroristes, avec le soutien actif de la France, pour mener une guerre de réoccupation contre le Niger. Or, Faure Gnassingbé passe tout son temps à vouloir faire libérer celui dont la détention est précisément une garantie pour la tranquillité du général Tiani. Bazoum libre, Tiani ne dormira plus. On voit donc qu'en réalité, Faure Gnassingbé travaille en douce à la destruction de l'Alliance des États du Sahel. Les activités d'infiltration du président du Togo n'ont quasiment rien rapporté à ses prétendus amis du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Ces régimes sont toujours dans le viseur du néocolon français et de l'impérialisme occidental qui encercle militairement le territoire de l'AES par de nouvelles bases de drones pour préparer une vaste agression coalisée. Faure Gnassingbé négocie en fait au détriment de ses amis. Pour vous donner une idée du mépris, lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avec le Niger, un apaisement avec le Niger et proposer position conflictuelle d'aller vers le Niger, les autres. Vous savez ce que Macron a répondu? Non. Alors, le Niger appartient à la France. Ah oui. Et ce n'est pas à vous. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît. Et pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. C'est Macron, l'ignorant de l'histoire. Le Niger, le territoire qu'on appelle le Niger, avait fini le tour du monde. Et le territoire que eux ils ont appelé le Niger avait en termes politiques. Et c'est ce pays-là montrer que le Niger n'est la propriété de personne, d'égal à égal dans la dignité. Nous nous rendrons, c'est fini. Ce que les gens ont pensé ou pensent du Niger, du Sahel, qui a compris les enjeux et qui a compris avec ce soutien, nous ne faillirons pas. Dans son propre pays, il a mis son frère Kwacha Gnassingbé en prison, alors que celui-ci était même malade. Ces prisons sont remplies d'innocents. Pourquoi ne libère-t-il pas ses propres prisonniers politiques pour prêcher par l'exemple? L'ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Podzuro, vient de mourir en exil en Suède par la faute de la méchanceté de Faure Gnassingbé. Que font les autres diplomates ouest-africains pour les prisonniers politiques captifs du Togo, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Bénin, de Guinée-Bissau? Rien qui vaille. Et dans cette opération, voyons enfin le rôle perfide du ministre des Affaires étrangères de Faure Gnassingbé, le professeur Robert Dussé-Comlan. Jamais le président du Togo n'a pris la parole pour dire qu'il est panafricaniste. Il laisse parler son ministre et dit par derrière que de toutes les façons, Robert Dussé est un philosophe, et donc aussi un philosophe, et il le laisse distraire la galerie en profitant ainsi de la fausse réputation de panafricaniste que son ministre essaie de lui forger. Robert Dussé est chargé d'aller maintenir ce contact de fourberie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, afin d'en rendre compte à Faure Gnassingbé, qui à son tour en rend compte à Paris, pour que la stratégie soit bien affinée afin d'abattre l'AES. Le rôle de Robert Dussé, c'est de briser le moral des dirigeants de l'AES avant que l'estocade du néocolonialisme français et américain arrive en force. Ce calvicieux de Dussé n'a d'autre occupation que de noyauter, infiltrer, fragiliser l'AES par de faux conseils et inspirer de mauvaises décisions afin de détricoter le combat des peuples africains contre la France-Afrique. Il faut qu'ils comprennent bien que les observateurs avertis de la scène politique ouest-africaine maîtrisent bien son jeu fourbe. Chris Yapi le dit, les dirigeants de l'AES gagneraient à marcher très prudemment avec le régime corrompu du Togo, immense base avancée des forces israéliennes, américaines et françaises
sur les flancs sud de l'AES. Rassurez-vous, Tinubu veut avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Et qu'est-ce qu'il en est? Le report. Où en sommes-nous? Voilà. Ils sont évanouis à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance, pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de libre circulation des personnes et des biens par rapport à cette organisation, quelles perspectives s'offrent? Que meilleur qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO? J'ai fait le rappel. Nous nous sommes retrouvés avec un terrorisme activé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes. Que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs des États du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, et des succès. Ramener la sécurité dans notre espace troublé. Troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point,
avait constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance, que ce soit des alliances des États du Sahel, soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. C'est des étapes qui conduiront à une véritable intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà en quelques mots ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de... Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'Alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable. D'accord. Économique et monétaire ouest-africain, UMOA, pour notre propre monnaie qui est tant attendue par nos peuples, Monsieur le Président. J'attire de ce qui était devenu la CEDEAO depuis le numérique des membres continue à être membres de la communauté. Nous sommes sortis, avant nous, la Mauritanie était sortie, même si ce n'est pas dans les mêmes souverainetés. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement, ouvrir l'armoire de l'histoire récente des États, les analyser, les évaluer de nos peuples. Il n'est plus question. La France nous a spolié plus de 107 ans de pillage systématique de nos ressources pour qu'on soit quitte avec la nation. Les États de l'Alliance, nous déciderons. Et nous allons... Commençons à effectuer une série de missions qui l'ont conduit notamment en Russie, en Iran et tout dernièrement en Turquie. Quels sont les sens et les retombées de cette mission? Vous m'avez posé une question. Le dernier sultanat du Niger était en déclin. Nous avons passé par d'autres étapes et nous étions dans la phase des sultanats au moment où les Français faisaient leur révolution. L'empire du Songhai, connu à travers la dynastie des Dia, la dynastie des Soni, la dynastie des Askia, avait cessé d'exister en tant qu'empire prospère en 1591. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.